Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la dernière session parlementaire de l'année 2017 continue de déchaîner les passions au Cameroun, émaillée de blocus et boycott des députés SDF, altercations verbales et autres incidents. Ces grognes des députés de l'opposition et leurs coups d'éclat à l'Assemblée nationale et au Sénat sont des signes d'une frustration sociopolitique liée à la restriction des libertés des parlementaires et l'absence d'un débat contradictoire au Parlement. C'est en tout cas l'analyse des politologues et vous suivrez dans ce journal la réaction de la classe politique sur l'absence d'un dialogue politique au Cameroun. Les dirigeants du monde tentent de sauver la lutte contre le changement climatique après le refus du président américain de continuer à financer les actions de préservation de la terre. Comment le gouvernement camerounais se mobilise-t-il pour s'adapter au changement climatique? Quel est le discours du président français pour tenter de sauver la COP 21 qui se poursuit en France? On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais, elle continue de déchaîner les passions, cette dernière session parlementaire de l'année 2017, émaillée de blocus et boycott des députés SDF, des scènes d'altercation verbale pouvant conduire à des bagarres entre parlementaires et d'autres incidents ayant conduit à des dommages corporels. Rarement le Parlement a été aussi agité sur les braises ardentes de la crise anglophone et les enjeux électoraux de l'année 2018. Le rappel de ces incidents avec Étienne Pascal Azégué. La session parlementaire du mois de novembre à la Chambre basse a été entachée par des faits inhabituels, avec à la manette le groupe parlementaire du SDF. Ce dernier marque son empreinte lors de la cérémonie d'ouverture de la troisième et dernière session parlementaire en répondant aux abonnés absents. Les députés du SDF vont plutôt se réunir du côté du siège régional de leur parti à Yaoundé, à Olézoa, laissant ainsi le soin au président de l'Assemblée nationale de prononcer le discours inaugural devant leur siège vide. Ces mêmes députés du SDF vont lancer la première phase de l'opération Blocus, zéro délibération, zéro plénière, le 23 novembre, à grands coups de sifflet. Dont le but visait à forcer la main du gouvernement afin qu'il trouve une solution à la crise anglophone. Le groupe parlementaire SDF va passer à l'étape supérieure le 29 novembre, au moment où le Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yan, devait présenter le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement. Le bruit émis par ces députés est impressionnant, avec des vuvuzelas en renfort. Dans ces registres des faits qui ont marqué la session budgétaire, Patricia Tomaino Ndamjoya de l'UDC va elle aussi se joindre dans la danse avec un jet de projectile qui va faire mouche sur le visage d'un élu du RDPC. La cerise sur le gâteau des événements qui ont émaillé la session budgétaire à la Chambre basse du Parlement camerounais en novembre sera cet incendie spectaculaire qui a ravagé une bonne partie du bâtiment arrière de l'hémicycle de Ngouaïkélé. Et s'il fallait faire la note de cette session parlementaire à l'Assemblée nationale, elle serait une note bien salée. Vous l'avez vu, cette grogne des députés de l'opposition et leurs actions d'éclat à l'Assemblée nationale sont les signes d'une frustration sociopolitique liée à la restriction des libertés d'un parlementaire et l'absence d'un débat contradictoire au Parlement. Et selon l'analyse des politologues, cette absence de débat contradictoire au Parlement pourrait faire ressurgir un climat politique de plus en plus délétère et faire ressurgir également la violence au-delà du Parlement. Je vous propose d'écouter l'analyse des politologues dans ce reportage signé Guy Zogo. C'est indéniable, la session parlementaire de novembre aura été l'une des plus tumultueuses de ces dernières années à l'Assemblée nationale.
Pour le politologue Richard Macon, il faut d'emblée évacuer l'idée selon laquelle c'est la jeunesse des meneurs de la fronde parlementaire qui justifie cette impétuosité. Il serait inapproprié de parler de jeunesse, parce que la plupart des députés dont vous venez de dénoncer les noms sont pour certains à leur 4e, 5e ou 6e législature. Quand on regarde la moyenne d'âge à l'Assemblée nationale, ils sont effectivement jeunes, mais du point de vue de l'expérience démocratique et du débat contradictoire dans l'espace politique, ils ne sont pas du tout jeunes. L'analyste politique y voit surtout la conséquence d'un fonctionnement opaque de la chambre basse du Parlement. Dès lors que l'opposition se rend compte qu'elle ne peut pas librement s'exprimer, elle est parfois contrainte à lancer des actions qui peuvent être, pour la plupart des cas, regrettables. Il regrette alors le fait que le débat sur des questions épineuses, comme la crise anglophone, n'ait pas pu être mis sur la table. Il est bon que nos représentants à l'Assemblée nationale, ceux-là qui représentent le pouvoir du peuple souverain, puissent discuter de façon pacifique, de façon responsable, de façon républicaine sur cette question qui est centrale, afin que tout le monde puisse proposer des solutions, parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est dans une situation de blocage. Ce qui, à la longue, selon lui, est contre-productif et pourrait déboucher sur des blocages induisant la violence. À la désobéissance civile, à la contestation de la légitimité des institutions démocratiques. À chaque fois qu'on essaye d'embasiller le peuple, de bâillonner la libre expression, on court toujours vers des situations de blocage qui sont préjudiciables. Il est nécessaire que l'Assemblée nationale essaie de moderniser son infrastructure à la fois normative et institutionnelle pour permettre qu'un libre débat et un sain débat puissent se faire de la façon la plus sereine. Cette thérapie proposée sera-t-elle au goût de l'Assemblée nationale? Rien n'est moins sûr. Le bureau de l'Assemblée nationale qui s'est réuni ce mardi. Ce bureau a décrié l'incident ayant entraîné des dommages corporels à un député. C'était lors d'une réunion tenue au Palais des Verts à Yaoundé. Le bureau de l'Assemblée nationale a également promis un examen approfondi d'une requête des députés non membres du bureau. Rien n'a filtré sur les points évoqués dans cette requête. Cependant, selon ce communiqué du secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, des mesures ont été prises pour assurer la continuité du travail parlementaire en attendant le rapport des experts sur les causes de l'incendie survenu il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Et sur cette question relative à l'absence d'un débat contradictoire au Parlement, ce musellement à peine voilé de l'opposition, nous y reviendrons en deuxième partie de ce journal avec le président du Manidem, Bombok Yebga Dieudonné. Il est l'invité politique du 20h. Cette déception de la société civile sur l'attitude des parlementaires, elle qui s'est mobilisée pour demander que la quote-part des communautés riveraines, des exploitations forestières, soit prise en compte et revienne à 10%. Un lobbying qui n'a pas du tout prospéré au regard de l'adoption de la loi de finances 2018 qui consacre toujours une opacité dans la gestion de la redevance forestière annuelle. La société civile qui exprime sa déception dans ce reportage signé Élisée Bokba et Marcelin Gansop. La loi de finances 2018 est quasiment bouclée et n'attend plus que la dernière main de la Chambre haute du Parlement. Une pilule très amère pour les communautés riveraines des zones forestières. Elles qui souhaitaient que leur soit restituée la totalité des 10% représentant leur quote-part dans la redevance forestière annuelle. Malheureusement, après une suppression totale qui a duré 2 ans, le ministère des Finances n'a restitué que 6,75% sur les 10% sollicités. La RFA telle qu'elle avait été instituée était un moyen pour pouvoir encourager les communautés à participer à la gestion de ces forêts. Mais aujourd'hui, faire la sourde oreille à l'aide d'Alliance voudrait encore davantage accroître les tensions sociales que nous avons observées ces derniers temps dans les communautés. Serait encore l'occasion d'amener les communautés elles-mêmes à pouvoir contribuer à l'exploitation illégale. Qui plus est, la gestion opaque de la redevance forestière annuelle dans son ensemble est de plus en plus décriée aussi bien par les communautés que la société civile. Dernièrement, nous avons fait une étude qui a relevé un certain nombre de problèmes qui va de la collecte de ces RFA à la redistribution et même sur la gestion. Et que nous pensons que ce sont des problèmes
qui méritent que le ministère des Finances puisse se pencher dessus s'ils veulent effectivement que ce RFA contribue de façon efficace aux revenus de l'État. En attendant que les pouvoirs publics ouvrent l'œil sur les dérives relevées par la société civile, les populations sollicitent davantage de moyens afin de réaliser des projets de développement. Si nous disons que nous n'avons pas de réalisations, c'est parce qu'on ne nous donne pas les possibilités de faire ces réalisations. Or, c'est le rôle que doit jouer la RFA. Le gouvernement donne aux communautés locales des possibilités de contribuer à développer leur cadre de vie et le milieu dans lequel elles vivent. Mais si nous n'avons pas reçu vraiment cet argent, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous ne pouvons que réitérer nos exigences. Le combat continue jusqu'à ce qu'on puisse effectivement nous donner ces possibilités. La redevance forestière annuelle est un puissant levier de développement des communautés à la base. Malheureusement, l'impact n'est pas encore celui escompté à cause de la mafia qui entoure sa gestion. À l'approche des élections générales en 2018, l'heure est déjà à la signature des alliances politiques entre le mouvement 11 millions de citoyens conduit par Cabral Libby et le parti Univers du professeur Ondoa Prosper Nkouvanda. L'on note que l'objectif est d'élaborer une stratégie en vue de mobiliser des potentiels électeurs et s'ancrer davantage sur l'échiquier politique national. Joël Essenge et Guy Zogo. Désormais, une alliance lie le parti Univers au mouvement 11 millions de citoyens qui se dénommait encore précédemment 11 millions d'inscrits. Professor Prosper Nkouvanda, Mr. Cabral Libby, they have signed the convention. Ladies and gentlemen, it is done. The child is born. The baby has come forth. We are celebrating. We are celebrating. Le mouvement 11 millions de citoyens n'est pas un parti politique. De ce fait, il manque la capacité juridique qui lui aurait permis d'investir des candidats aux élections politiques. Alors, le Parti Univers se propose de vous offrir cette force juridique. Ce mariage qui a été scellé à Yaoundé est salué par le mouvement 11 millions de citoyens. Ensemble, nous ferons assurément des exploits. Ensemble, nous pourrons écrire une page glorieuse de l'histoire de notre pays. Le Parti Univers a sans doute perçu cela et a décidé d'adresser un message de rassemblement à toute la communauté nationale. Par ma voix, le mouvement 11 millions de citoyens a reçu le message. Et à votre main tendue, capitaine opérationnel, nous répondons oui. Le parti politique et le mouvement citoyen s'engagent donc à investir mutuellement des candidats lors des prochaines consultations électorales. Pour nourrir cette action, deux réflexions ont soutenu cet événement. D'abord, celle du docteur Armand Leka Essomba sur la mobilisation populaire dans l'apaisement des processus électoraux. Il est arrivé à la conclusion qu'il fallait remobiliser les citoyens pour davantage les intéresser aux questions politiques au Cameroun. Quant au docteur Richard Macon, il s'est apaisanti sur les conditions de la réalisation d'un changement politique plus efficient au Cameroun. Depuis le retour au multipartisme en 1991, c'est véritablement pour la première fois que deux forces politiques s'allient au Cameroun pour l'investiture des candidats à un scrutin autre que la présidentielle. Ce qui change des traditions en cours dans le microcosme politique camerounais. En bref, à présent, un journaliste directeur de publication de la Tribune de l'Est, Roger Chantal Tué, dit avoir entamé une grève de la faim devant l'ambassade des États-Unis où il a trouvé refuge. Il affirme qu'il n'a pas confiance en la justice dans le cadre de certaines affaires
qui l'oppose à des personnalités de la République. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui et il a trouvé refuge à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Il dit avoir entamé une grève de la faim pour dénoncer l'impartialité de la justice dans les affaires qui l'opposent à des personnalités de la République. Dans le reste de l'actualité, ils sont nombreux ces projets de développement qui n'ont pas été concrétisés en Konsamba dans le département du Mungo. Il s'agit entre autres de la construction d'un marché, d'un stade municipal dont les travaux de réhabilitation sont aux arrêts depuis plusieurs mois en Konsamba 2e, une situation qui exaspère les populations. Cyril Djemba et Julingue Nyondé. Plusieurs projets inscrits dans le cahier de charges de la commune de Konsamba 2e dans le département du Mungo sont aujourd'hui critiqués pour la plupart par les populations. C'est le cas du marché de cette localité dont le site est dominé par un calme de cimetière. L'espace est vide. Le seul commerçant de la zone qui a accepté de poursuivre son activité dans cet espace marchand compte ses peurs. Ils sont isolés, il n'y a pas tellement les gens qui m'assistent. Si on pouvait reprendre le marché en arrangeant bien la route, puisque 18 heures déjà, il n'y a personne, il n'y a même pas la lampadaire, bon, je ferme. Peut-être les bandits peuvent venir m'habiller pour rien. Quand il est 18 heures, moi je ferme. Financé à près de 200 millions de francs CFA par le FECOM, l'accès à cet espace marchand demeure une autre paire de manches. Et le marché est très loin dans le quartier. Les camions ne peuvent pas descendre. Puisque la route d'abord, la principale route est gâtée. Et l'entrée n'est pas bonne. Les grandes voitures ne peuvent pas. Et pour moi, c'est la route. Un autre projet qui piétine et tarde à être livré, c'est celui du stade municipal dont les travaux de réhabilitation ont été entamés depuis plusieurs mois. Le site est envahi par les hautes herbes. Les riverains rapportent que l'espace est devenu un risque pour les usagers. Il y a les pousses un peu partout. Quand il pleut, l'eau stagne. Donc un peu partout là où il y a les creux. Parce qu'ils ont laissé les creux partout au stade. Là, tu as vu, quelqu'un vient d'avoir mal de l'autre côté là. Si c'était dans le trou là-bas, ça ne vaut pas la peine franchement. Ce qu'ils ont dépensé aux alentours là, ils pouvaient faire ça, ils pouvaient réparer l'air de jeu avec. Le maire de Konsamba 2e, interpellé, affirme être freiné par le coût des travaux. Thomas Wandi précise que les financements destinés à la réalisation de ces différents chantiers sont insuffisants comparativement à la taille des projets. Revenons sur cette défaite de UMS de Loum qui continue d'avoir des conséquences sur cette localité. Une pilule amère pour les populations, mais surtout pour les opérateurs économiques. Ils avaient investi d'importants moyens pour l'achat des produits agroalimentaires, espérant une victoire de UMS de Loum. Grosse déception, les chiffres d'affaires ont chuté et beaucoup de produits n'ont pas été écoulés après la défaite de UMS de Loum. Les populations ont déserté les lieux de débit de boissons et autres commerces et c'est une grosse perte pour ces populations et opérateurs économiques. Reportage Jacques Molland et Éric Martial Djomo. Des sièges qui attendent désespérément de potentiels occupants, des produits destinés à la Bresse exposés en raison de l'absence des consommateurs, la défaite de l'équipe de UMS de Loum lors de la finale de la Coupe du Cameroun de football a causé beaucoup de tort aux commerçants. Effectivement, ça a eu un impact parce que au départ l'ambiance était bonne, tout le monde attendait la victoire. Mais puisqu'on n'a pas eu la victoire, donc du coup les clients commencent à partir et on ne va pas faire fortune ce soir. Hein. Les gens sont tous calés à la maison, les gens ne sont pas sortis parce que le moment du match quand même on n'était pas vraiment contents. Mais ça arrive parfois. Les gens sont tous rentrés. Il y a d'autres qui sont à la maison mais ils ne sont pas sortis. Ces commerçants avaient pourtant stocké des marchandises en quantité importante dans la perspective d'une victoire de UMS de Loum. Nous sommes très déçus parce qu'on a stocké la boisson pour la fête. Et puis on se retrouve avec une défaite comme ça là. Tout le monde est rentré chez lui. Non, personne n'est passé, je suis assise là. C'est naze, la ville est calme. Il n'y a même pas de clients parce que je me suis dit que c'est gagné. C'est que tout mon passé est fini sur mon comptoir, sur mon grillage. Je suis désolé. Les commerçants ne sont pas les seuls à avoir fait les frais de cette défaite.
Les supporters qui ont effectué le déplacement de Yaoundé ont été abandonnés à eux-mêmes malgré l'organisation de départ. Les clauses du contrat n'ont pas été respectées. Parce que, dès le départ, le secrétaire général a dit... Donc on sait chaque jour un peu plus la gravité de ce qui se passe. On a signé un accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a des décisions ou des velléités de quitter cet accord. Très mauvaise nouvelle. Et si on est là, ici aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont décidé de ne pas forcément accepter la décision du gouvernement fédéral américain de quitter l'accord de Paris. La question du financement et les manques du sommet de Paris est abordée par le secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres appelle les pays riches à tenir leurs engagements vis-à-vis des moins nantis. Les fonds ne manquent pas, c'est la confiance qui fait défaut. Il nous faut y remédier. Cela signifie qu'il faut avant tout veiller à ce que les pays riches honorent leur engagement et apportent 100 milliards de dollars par an jusqu'à 2020 à l'intention des pays en développement. Nous en avons tous la responsabilité. Le chef de l'État français prône également une série de changements majeurs, comme la fin de l'exploitation des ressources fossiles mondiales et la réorientation de la finance publique et privée vers la transition énergétique. Pour Macron, le sommet de Paris se veut plus pragmatique avec en prime la prise des engagements. Vous allez vous exprimer pour prendre un engagement. Et à l'issue de cette réunion, nous suivrons cet engagement les uns et les autres. Parce que ce que nous entamons aujourd'hui, c'est le temps de l'action. Paris, le temps d'un sommet, va devenir cette capitale où plus d'une cinquantaine de dirigeants de la planète vont penser l'orientation de la finance mondiale vers les investissements verts, tout en apportant un soutien aux pays du Sud. Et donc ce sommet, ce One Planet Summit, c'est pour moi le début d'une nouvelle génération. Un public reportage avant la deuxième partie de ce journal, le gouvernement qui soutient l'ouverture d'une usine boissons et vins spiritueux à Douala. C'est une entreprise spécialisée dans l'importation et la commercialisation des vins, liqueurs et bien d'autres boissons. Elle entend également promouvoir la transformation locale de nouveaux breuvages au Cameroun. Reportage. La phase protocolaire, articulée autour de laquelle les personnalités et diverses allocutions prononcées, donnent le ton à la cérémonie d'inauguration à Douala de l'usine Boissons, Vins et Spiritueux, en abrégé BVS. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, représentant personnel du Premier ministre chef du gouvernement, et qui a à ses côtés le ministre du Commerce ainsi que les autorités administratives de la région du littoral, va procéder à la coupure du ruban symbolique. Occasion pour le maître des séances, Guillaume Sarah, président du groupe BVS, de coordonner la visite guidée dans ces allées à perte de vue, constituées des plus grandes saveurs de boissons, vins et liqueurs de ce monde. L'initiative de la société BVS d'apporter une touche de modernité dans le domaine de la distribution des vins, champagnes et spiritueux, avec la commercialisation imminente de nouveaux breuvages, essentiellement dosés à base de produits du terroir, cadre avec la politique des pouvoirs publics axée sur la promotion de la transformation locale. Et après ce tour du propriétaire que nous venons de faire, nous voulons encore dire nos félicitations et nos encouragements aux promoteurs et au personnel, parce que c'est un investissement assez lourd. Et les installations que nous venons de découvrir sont vraiment ultra modernes. C'est le souci du gouvernement. C'est pour cette raison que l'accent est mis sur l'agro-industrie, c'est-à-dire la transformation locale. Si nous pouvons inonder le marché de la sous-région, c'est-à-dire la CAC, dans une moindre mesure notre grand voisin, le Nigeria, ce serait un pari gagné. BVS arrive sur le marché national avec une panoplie d'innovations. La principale innovation de BVS, c'est déjà d'arriver sur un marché aujourd'hui, de produire localement des vins, des alcools et des jus de fruits. Donc les principales innovations, c'est les packaging, c'est les prix, c'est des produits effectivement qu'on n'avait plus vus sur le marché depuis très longtemps. L'innovation aussi au niveau du personnel, il y a des jeunes que l'on forme à des métiers qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a un investissement personnel dans l'encadrement de BVS à prendre le temps de former ces jeunes Camerounais diplômés et leur apprendre ce que c'est que ce métier. Le personnel, en majorité constitué de jeunes diplômés, parle de BVS et des attentes de son immense et aimable clientèle. Chez BVS, c'est une équipe très dynamique, donc composée de jeunes à 98%. Vraiment,
c'est parfait. Il y a une très bonne entente entre nous et vraiment c'est super. Je suis responsable des réseaux des snacks. C'est un réseau où le client souhaite vraiment être accompagné au jour le jour, où le client a toujours des questions, où le client veut qu'on fasse beaucoup pour lui. La société Boissons, Vins et Spiritueux dévoile tout aussi ses ambitions. Alors BVS aujourd'hui, la première partie, c'était la partie d'importation classique des produits finis. Donc comme je disais tout à l'heure, on a déjà fait 8 milliards de chiffre d'affaires sur la partie négoce et Castelfrère et Pernod Ricard. Et l'ambition, c'est de faire 30 millions de bouteilles l'année prochaine de vin qui vont partir du Cameroun pour inonder toute la sous-région de la CEMAC. Et le projet spiritueux, c'est 12 millions de bouteilles l'année prochaine. On souhaite atteindre d'ici 2 ans 50 millions de bouteilles produites dans cette usine. En termes de présence sur le marché national, la société Boissons, Vins et Spiritueux couvre actuellement 6 régions du pays à travers sa large gamme de produits. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le président du Manidem, Mbombok Yebga Dieudonné. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous avez suivi ces différentes manifestations observées par des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, avec ces actions de revendication menées au Parlement. Comment vous appréciez ces incidents survenus durant cette session parlementaire ? Bien, je fais juste une observation. Nous sommes en année préélectorale et nous sommes à la dernière session de 2017 qui précède naturellement l'année électorale. Et nous savons qu'en politique, pour un mandat électif, nous avons 2 parties. La première partie, c'est pour réaliser les promesses électorales. Et la seconde partie, c'est pour faire la campagne pour la prochaine législature. Ce que nous constatons là, c'est que nous avons passé 4 ans. Des députés ont travaillé en bonne intelligence entre les uns et les autres. Mais subitement, en fin d'exercice, on peut le dire ainsi, il y a des agitations. Nous pensons que cela, c'est pour attirer l'électorat que nous voilà comment nous avons fait. Si le problème anglophone n'était pas né, je ne pense pas qu'il y aurait ce système-là. Donc, mais est-ce que la gravité de la crise sociopolitique que vit le Cameroun à travers cette situation dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest ne méritait pas que cette question sur la crise anglophone soit débattue au Parlement telle que revendiquée par ces députés du SDF? Naturellement, c'est un problème qui doit être débattu au sein de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas un problème qui date d'hier. Ça fait au moins 1 an que ce problème dure. Et nous connaissons des procédures. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas comme une association du quartier. Nous savons où est-ce qu'on élabore l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on va étudier pendant une session. On le sait. Ce n'est pas en plénière qu'on va exposer un problème. Donc nous disons que depuis novembre 2016, pourquoi ce problème n'a pas été posé, pourquoi il n'y a pas eu trop d'insistance, pourquoi seulement maintenant? Bon, mieux vaut tard que jamais. Nous osons croire que avec cette façon de poser le problème, le gouvernement qui propose souvent des lois va essayer de réfléchir pour donner une orientation à cette affaire. Justement, durant toute cette session parlementaire qui n'est pas encore achevée, il faut le préciser, il n'y a eu aucune réaction favorable pour écouter ces députés de l'opposition qui réclament tout simplement un débat au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Comment vous appréciez l'attitude du gouvernement et des députés de la majorité? Bien, les députés de la majorité n'ont pas de décision, n'ont pas d'orientation à donner. Ils subissent uniquement les orientations qui viennent du gouvernement. Et jusqu'à présent, le grand maître du jeu n'a pas donné des instructions pour qu'on parle de ce problème. Et voyez-vous, il a déclaré plutôt la guerre à la région aux sécessionnistes. Donc au lieu de respecter, de nous écouter, nous qui avons demandé le dialogue,
il propose plutôt une guerre. Donc il n'a pas besoin, il n'a même pas à l'idée de proposer une sortie de crise à travers l'Assemblée nationale. C'est plutôt une déclaration de guerre. Mais le chef de l'État estime lorsqu'il est rentré de ce sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, il estime que cette crise a atteint une nouvelle escalade avec des attaques perpétrées contre des forces de sécurité. Et il a déclaré que pour protéger les populations et pour préserver l'intégrité du territoire, le chef de l'État a promis aux populations de mettre hors d'état de nuire ces terroristes issus des bandes sécessionnistes. Est-ce que cette réponse militaire n'était pas importante au regard de la situation qui prévaut dans ces régions? C'est une décision qui vient trop tard. Vous voyez, au début de cette histoire l'année dernière, nous avons demandé et insisté pour qu'on ouvre un dialogue. Nous avons des anglophones aujourd'hui qui sont victimes de deux problèmes. Lesquels? Le premier, c'est que la malgouvernance qui est subie par tous les Camerounais est aussi subie par ces anglophones-là. Mais le second problème, c'est l'escroquerie politique que nous connaissons, du problème anglophone avec 1000 Camerounais qui sont au Nigeria. Mais quand on a déclaré la guerre et quand nous voyons que la zone est dans l'insécurité, c'est du sauve-que-peu. Chacun doit se retrouver là où il se sent un peu à l'aise, en sécurité. Donc nous pensons que cette affaire, l'ouverture des frontières, c'est-à-dire le déplacement des Camerounais vers le Nigeria, n'est pas une bonne chose. Il faut que les Camerounais reviennent dans leur territoire, mais pour qu'ils reviennent, il faut qu'ils s'assurent qu'il y aura un dialogue qui va apporter la paix aux Camerounais. Tant qu'il n'y aura pas cette paix-là, et nous avons des soucis pour les Camerounais qui se retrouvent dans le sol nigérian. Alors nous sommes à 2 semaines de la fin de l'année 2017. Il y a le traditionnel discours du chef de l'État. Est-ce que vous avez des attentes particulières concernant cette nouvelle crise que vit le Cameroun après la situation sécuritaire à l'extrême nord? Il y a maintenant un deuxième front qui s'est ouvert dans les régions anglophones et on se dirige vers une année électorale importante avec 2 crises majeures. Quelles sont vos attentes par rapport au discours du chef de l'État? Par rapport au discours du chef de l'État le 31 décembre 2017, à l'année préélectorale, nous pensons que pour que les élections se tiennent normalement, il faut la paix dans les 10 régions du Cameroun. Pour qu'il y ait cette paix-là, nous demandons au président de la République d'organiser un dialogue pour tous les Camerounais, pour que le problème anglophone soit résolu, soit débattu par tous les Camerounais. Le problème de Boko Haram, il est maîtrisé. Ce problème-là ne pourrait pas nous empêcher d'aller aux élections. Mais si la zone anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest, ne sont pas en sécurité, il serait difficile que les élections soient organisées de la belle manière. Donc vous serez compréhensif si le pouvoir de Yaoundé estimait que compte tenu de la situation sécuritaire dans ces régions anglophones, certaines élections ne pourraient pas se tenir en 2018. Vous comprendriez cet argument-là? Nous disons justement qu'il ne faut pas que ce soit là le piège. Il faut absolument convoquer des assises nationales pour qu'il y ait de la paix. Tous ces Camerounais-là n'attendent que ça. Mais peut-être que c'est une stratégie du pouvoir en place pour ne pas organiser toutes les élections avec prétexte que le Cameroun n'est pas en sécurité. Et nous disons que nous n'allons pas accepter que cela soit fait. Il faudrait que absolument ce dialogue-là soit convoqué pour qu'il y ait la paix dans les 10 régions de Cameroun. Merci Mbombok Yebga Dieudonné. Je précise que vous êtes le président du Manidem. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.